Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va débuter du coup ce webinaire. Euh, donc je suis Romain Pansard, là, je suis coordinateur du CRECEB, le Centre de ressources et d'expertise scientifique sur l'eau en Bretagne. On propose une série de webinaires qui ont lieu les vendredis de 14 à 15 heures, voilà, à intervalles réguliers, pour faire état d'un certain nombre de projets de travaux qui ont amené à la collaboration entre scientifiques et gestionnaires dans le domaine de l'eau en Bretagne. Petit rappel de fonctionnement très rapide. Donc merci, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'indiquer vos noms, prénoms et structures dans l'onglet participants pour qu'on puisse bien tous s'identifier et de couper vos micros aussi pendant l'intervention. Donc on va avoir une intervention d'une petite demi-heure, une demi-heure maximale et maximum, et ensuite vous aurez la parole. On n'est pas trop nombreux, donc soit vous pouvez intervenir dans le chat, soit on relaiera l'information et les questions à Alan, soit vous pouvez intervenir directement en levant la main ou en prenant la parole. Je pense qu'on devrait y arriver, on n'est pas trop nombreux. Voilà, donc merci beaucoup à Alan Le Caloc. Je le remercie chaleureusement parce que du coup il n'est plus en poste sur ce projet et du coup il a accepté de bien vouloir réintervenir sur un projet présenté aujourd'hui qui est le projet TZEP pour Territoires expérimentaux zéro pesticides. Donc je sais que tu vas dire un mot du contexte de la genèse de ce projet, donc je le dis pas. C'est un projet qui a été conduit par le CNRS, à Lozur, hein, laboratoire Géosciences, financé par la région Bretagne et donc encadré aussi, co-encadré par le CRECEB. Voilà, donc je laisse la parole directement à Alan et rendez-vous dans 25-30 minutes pour les questions et les réponses. Merci Alan, à toi. Merci Romain. Donc bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. On est un peu plus d'une trentaine, donc c'est super intéressant, voilà, pouvoir restituer ce type de projet devant autant de monde et de pouvoir échanger autour de ces enjeux. Donc hop, rapidement quelques éléments de contexte. Donc la genèse un peu de ce projet. Le point de départ, c'est le- l'ambition affichée dans le STRADET. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un document de planification de la région Bretagne sur les enjeux environnementaux, pour la faire très court, qui affiche, donc c'est écrit tel quel, tendre vers le zéro phyto en agriculture à l'horizon 2040. Donc, partant de ce point de départ, le Conseil régional avait saisi le CRECEB en 2019 sur la question de savoir quelles pourraient être les conditions de mise en œuvre d'un territoire expérimental zéro pesticide en Bretagne. Et donc, suite à cette saisine, le CRECEB a rendu son rapport en mars 2021 et a formulé 19 recommandations réparties en 5 axes que vous avez ici, donc sur la capitalisation des initiatives, la sélection des territoires, l'appui scientifique et technique nécessaire à la mise en place de ces territoires, comment stimuler le changement en agriculture et comment décloisonner les moyens financiers pour y arriver, publics ou privés, etc. Donc, nous, la question, c'était d'explorer un peu plus le point B, de cadrer la sélection des territoires et des objectifs. Et pour cela, on avait comme question de départ, est-ce qu'il existe un territoire idéal qui regrouperait l'ensemble des caractéristiques favorables à la mise en place d'un territoire d'expérimentation zéro pesticide, spécifiquement en agriculture, en Bretagne? Donc pour tenter de répondre à cette interrogation, euh, on a découpé notre travail en trois phases, avec une première phase d'enquête des acteurs régionaux autour de la question pour essayer de définir, cadrer la thématique, identifier les forces vives régionales autour de la thématique. Ensuite, une seconde phase de cartographie, on y reviendra par la suite, de croisement de données géographiques pour essayer d'identifier par la cartographie des territoires qui regrouperaient des indicateurs favorables à la mise en place de ce type d'expérimentation. Et enfin, il nous paraissait important de- d'aller un peu plus précisément sur certains territoires et d'avoir une approche un peu plus qualitative de la question par une enquête des territoires. Donc dans la phase préliminaire, comme je l'évoquais, on a interrogé une quinzaine de personnes de septembre à novembre 2022 avec trois objectifs identifiés qui étaient d'identifier des territoires où, alors c'était vraiment de l'oralité, hein, c'était de se dire, on a entendu parler de tel ou tel territoire qui était plus ou moins dynamique, recueillir des données euh, et recueillir le regard sur le projet. Euh, dans,
quelle était leur vision de cette démarche, de cette ambition affichée, hein, quelque part, de zéro phyto, parce que qu'est-ce qu'on y met derrière? Est-ce que c'est zéro herbicide? Est-ce que c'est zéro pesticide dans l'eau? Est-ce que c'est zéro pesticide dans les sols? Zéro pesticide épandu? Donc, vous voyez bien, la question du zéro phyto, en fait, mérite encore d'être débattue. Et donc, pour cela, on a interrogé une quinzaine de personnes qui avaient une emprise un peu régionale de la question, avec une typologie, comme vous voyez sur le tableau à droite, des acteurs institutionnels, beaucoup d'acteurs de filière, parce qu'il nous paraissait important d'essayer de les interroger sur cette thématique-là, et des acteurs plus issus de l'appui agricole. Euh, donc, à l'issue de ces entretiens, avec donc le comité technique, comme l'évoquait Romain, donc, qui était composé de Gérard Gruot, Émilie Gerdet et Romain, qui m'accompagnaient dans cette démarche, autant sur les restitutions des enquêtes, plus des connaissances voilà, qu'ils avaient de certains territoires. On a retenu six territoires, donc le bassin versant du Meux, de la Vilaine Amont, de la Seiche, de l'Orne, de Chescanu et de Frémur-Bête-Bosset, euh, qui disposaient d'un intérêt particulier pour approfondir un petit peu la démarche, et on en reparlera dans la phase d'enquête dans un second temps. Alors, l'idée de faire une carte mentale aussi, celle qui est présente ici, c'est celle qui est dans le rapport final. C'est pas une carte exhaustive, c'était vraiment l'idée de réfléchir sur les catégories d'acteurs disponibles à l'échelle régionale et identifier des acteurs qui pouvaient agir, soit bah, voilà, comme les acteurs institutionnels, des EPCI, des bassins versants sur l'ingénierie de projet, les acteurs de filière, les acteurs d'appui agricole, etc., de la formation, les instituts techniques pour développer des nouvelles solutions techniques au champ, hein, directement sur comment on se passe de phyto, les associations engagées comme relais auprès de la population, et bien évidemment les scientifiques travaillant sur des thématiques euh, aussi larges que voilà, la sociologie, l'économie, etc., disponibles régionalement. Donc elle est loin d'être exhaustive, et puis avec une idée de voir aussi quelles étaient les forces sur les dynamiques autour de la bio, voilà, pour un partage d'expérience, etc., de connaissances autour de ces enjeux-là, de réduction d'usage, d'impact des produits phytosanitaires en agriculture en Bretagne. Donc, une fois ce premier constat, cette carte mentale et l'identification des territoires, on est passé à la seconde phase qui était une phase hein, donc, qui est un peu plus intéressante de cartographie pour essayer de caractériser les vulnérabilités ou les forces de certains territoires. Donc on a acquis l'idée aussi, c'était d'avoir quelque chose qui soit reproductible et simple et accessible par l'ensemble de techniciens de bassin versant, par exemple, ou d'acteurs régionaux dans les institutions, etc. Donc on s'est concentré sur des bases de données facilement accessibles, qui sont voilà, GeoBretagne, l'Observatoire Environnement Bretagne, Cendre, etc. C'est des bases de données classiques où on a pu récupérer certaines données. On en a récupéré certaines lors des entretiens, alors euh, notamment sur le volet un peu plus, mais j'y reviendrai, politique publique, les fermes défis, etc., MAEC, enfin, autant de dispositifs existants à l'échelle régionale. Enfin, on a créé certaines couches SIG en propre pour l'étude, issue de cette récupération de données voilà, qui n'existait pas en croisant certains indicateurs. Alors, la méthodologie qui a été employée pour réaliser ces cartes, on a découpé nos données en trois groupes. Donc, un premier groupe qu'on a appelé agriculture, agricole. J'y reviendrai sur quelles sont les données qui composent ce volet-là, mais voilà, c'est le premier gros package, données agricoles. Euh, Ensuite, un second sur les données eau et santé. Et enfin, un package plutôt politique publique. Euh, par, euh, Par groupe de données, on sélectionnait quatre indicateurs. Voilà, on ne voulait pas aller au-delà parce qu'on derrière, on voulait noter les territoires et attribuer des notes par rapport à ces indicateurs. Donc pour chaque groupe aussi, et ça c'est une question qui avait émergé dans la première phase d'enquête au niveau régional, c'est quelle était la bonne échelle d'intervention. L'échelle de bassin versant pour des raisons hydrographiques
de transfert, etc., paraissait d'emblée la plus pertinente, mais se posait aussi la question de est-ce qu'à l'échelle de l'EPCI, ça pouvait pas être intéressant, car disposant de leviers financiers, de décloisonnement, de politiques publiques, etc., peut-être un peu plus simple pour l'appui de certains territoires. En termes de notation, chaque indicateur, donc, nous, ce qu'on cherchait à voir, c'était est-ce que c'était favorable à la mise en place d'une expérimentation ou défavorable, donc plus 1, moins 1. Donc, pour chaque groupe, on avait une note de moins 4 à plus 4, et l'idée finale, c'était d'agréger l'ensemble de ces notes pour avoir une note par bassin versant et par EPCI de moins 12 à plus 12. Donc, voilà, sur le schéma logique un petit peu, en haut, voilà, on a le croisement des données géographiques, les trois packages de données agriculture, santé, qualité d'eau et politique publique pour définir ce qu'on avait appelé un profil de territoire qui serait, si, admettons, au-dessus de plus 6 à plus 12, plutôt favorable à la mise en place, et de moins 6 à moins 12, plutôt défavorable à la mise en place d'une expérimentation zéro pesticide. Je le précise parce que nous, dans notre logique qu'on a pris, qui est discutable et on échangera peut-être là-dessus, c'était de voir les territoires qui étaient le plus proches de l'objectif, zéro pesticide. Et c'est peut-être pas forcément la meilleure cible, mais voilà, dans l'expérimentation, nous, c'est la cible qu'on a pris. Et on détaillera un peu plus par la suite, mais ça nous paraissait important de confronter ça à la dynamique d'acteurs, car on sait que pour instiller un changement, etc., la dynamique locale d'acteurs, de comment les personnes échangent entre eux, quels sont leurs liens, est-ce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, nous paraissait important. Donc, dans une seconde phase d'enquête des bassins versants. Et l'idée initiale, on le verra sur la fin, ça sera un peu plus à nuancer, c'était d'avoir un profil de territoire validé, c'est-à-dire avec des notes et des indicateurs favorables à la mise en place, un résultat de l'enquête des bassins versants qui nous montre qu'il y a une bonne dynamique. Donc pour nous, ça paraissait être un territoire valide d'un point de vue méthodologique euh, pour la mise en place d'une expérimentation, ou au contraire invalide. Je ne vais pas aller dans le détail, donc le rapport est déjà en ligne hein, sur le site du CRECEB, donc c'est vraiment dans le rapport, on détaille un peu plus précisément comment on a choisi les données, etc., et comment ont été construits les cartographies, les indicateurs. Mais de manière générale, donc voilà, pour les données agricoles, on avait des données d'achat de produits phytosanitaires en quantité substance active par hectare de SAU, la proportion de la SAU en bio, parce que voilà, nous, logiquement, on s'est dit, bah, les territoires où il y a plus de SAU engagés en agriculture biologique, c'est déjà des territoires où il y a moins d'intrants chimiques qui sont utilisés dans les cultures. Les proportions de culture annuelles, donc on a fait une sélection dans l'RPG de certains codes culture qui témoignaient de culture annuelle et qui étaient davantage susceptibles de recevoir un traitement phytosanitaire dans l'année. Et enfin, la taille d'exploitation, car il y a quand même pas mal de travaux qui ont montré que un changement de pratique à l'échelle d'une grande exploitation, c'était un petit peu plus compliqué. Donc nous, partant de l'idée de se dire, euh, plus, plus la taille des exploitations était importante à l'échelle du territoire, plus le changement allait être compliqué à mettre en place. Et donc le territoire serait, à l'heure actuelle, à l'heure où on fait cette photographie, plus éloigné de l'objectif. Donc voilà ce que ça donne. Donc l'ensemble de ces cartes sont disponibles dans le rapport. Donc là, pour les indicateurs agricoles, quand on pondère, donc, c'est ce que je vous disais sur l'intérêt de percevoir un à l'échelle des EPCI, donc à gauche, et deux à l'échelle des bassins versants. Euh, euh, Certaines nuances, mais on observe, voilà, par exemple, sur les EPCI, pour expliquer un petit peu ce que vous voyez à l'écran, les territoires qui sont en rouge, c'est des territoires qui ont une note de -4. Donc, par rapport aux indicateurs qu'on a vus avant, c'est des territoires où il y a une proportion d'achat en produits phytosanitaires plus élevée, une part de la SAU en bio assez faible, des grandes exploitations et beaucoup de cultures annuelles avec peu de rotation. Euh, donc voilà pour la partie agricole. Donc je le dis maintenant, mais vous le verrez sur l'ensemble des autres cartes. Les parties grisées, c'est des territoires qui sont à cheval entre Loire-Atlantique et Bretagne. Et vu qu'on avait une démarche très Bretagne dans la dynamique,
c'est des territoires qu'on a exclus parce que les croisements de données, les bases de données régionales, etc., étaient un peu plus compliqués à mettre en œuvre. Sur le volet santé, donc on a des captages prioritaires, donc notamment les aires d'alimentation de captage, phyto et phytonitrates. On avait pour ambition d'avoir les phytos dans l'eau de consommation humaine. On n'a pas réussi à avoir la donnée, donc, elle existe, hein, mais c'est juste que dans l'expérimentation, nous, on l'a exclue parce qu'on n'a pas réussi à récupérer la donnée. La qualité des cours d'eau en eau brute, donc le nombre de substances quantifiées, et pour avoir une approche un peu européenne aussi, les masses d'eau déclassées dans le cadre de la DCE, voilà, et les PET associés. Donc sur le volet eau et santé, voilà, on obtient cette même dynamique. Alors du coup, avec une note, comme je vous l'ai dit, qu'on a enlevé un indicateur de -3 à +3, avec une disparité territoriale assez notable. Euh, et enfin, le volet, donc, comme c'est une démarche qui était portée par la région Bretagne et que il y avait la dimension politique publique qui me paraissait intéressante à mettre en place et à faire voir dans la sélection des indicateurs. On a pris, alors, on aura l'occasion à l'issue de discuter du choix des indicateurs qui sont peut-être pas forcément les plus adaptés et qui sont changeables, évolutifs, mais voilà, pour cette démarche, on a pris les politiques alimentaires parce qu'ils disposent d'outils pour financer des actions visant le mieux manger, par exemple. Les politiques agricoles régionales, donc c'est tout ce qui est MAEC et ces pourcentages de la SAU qui sont concernés par cette dynamique-là. Les fermes expérimentales, défi 30 000 AEP, et les communes labellisées zéro phyto, même si c'est un dispositif qui, de mémoire, n'existe plus. Donc voilà l'agrégation autour de ces indicateurs politiques publiques. Et enfin, ça, c'est l'ensemble des indicateurs agrégés. Donc, c'est peut-être ou pas hein, des cartes que vous avez l'habitude de voir, mais sur d'autres indicateurs, on observe quand même ce qu'on appelle un peu la vallée de la Bio, entre dans le centre Bretagne, pas très loin des Monts d'Arrée, avec des notes un peu plus favorables. La zone centre-Bretagne, avec beaucoup de grandes cultures, etc. Et puis la zone Nord Finistère, qui est un peu plus défavorable, avec tout le secteur légumier, qui on sait voilà, utilise peut-être un cocktail de produits phytosanitaires un peu plus varié. Hop, j'ai été un peu trop vite. Et ça, donc c'est la possibilité aussi de l'outil, c'était de réfléchir à comment on pondère et peut-être se dire, on va peut-être pas mettre au même niveau les quantités de substances actives vendues et les communes zéro phyto. Parce que là, on avait un indicateur lisse jusqu'à présent. Donc avec une pondération double sur certains indicateurs, on peut faire évoluer un petit peu le paysage euh, que l'on observe sur la cartographie. Donc, à l'issue de cette cartographie, comme je vous disais, on a mené une enquête sur l'ensemble des territoires qui avaient été cités précédemment, avec une méthodologie de questionnaire, donc pour faire émerger certaines réflexions à l'échelle locale. Donc ça, c'est un compte rendu hein, qui est disponible dans le rapport final, avec des constats hop, pardon, excusez-moi, sur les problématiques. Alors, on a interrogé principalement les techniciens de bassin versant, les techniciens agricoles. Donc, forcément, ça va orienter les réponses. C'est pas grave, le questionnaire est adaptable à d'autres publics cibles et il pourrait être intéressant de comparer les réponses. Nous, dans notre démarche, forcément, l'enjeu principal vis-à-vis des pesticides, c'est l'enjeu eau potable et dans une moindre mesure, la toxicité pour les milieux. Les actions majoritairement mises en place, ça va être autour du désherbage mécanique, des diagnostics type DPR, etc. Euh, et après, il y avait des observations peut-être un peu plus qualitatives sur la capacité des structures à répondre à un éventuel appel à projet. Et les limites qui étaient mises en place, c'est le temps accordé pour répondre, quelle compensation proposer aux agriculteurs, parce que comment on arrive avec un projet euh, territoire zéro pesticide, mais comment on engage les agriculteurs, donc tous les réflexions autour d'outils existants comme les paiements pour services environnementaux, etc. Et la nécessité forcément d'un fort appui politique dans la démarche, dans la construction, le portage et la promotion.
et avec une attention particulière sur la question de est-ce que le zéro phyto, ça va être une démarche volontaire, et auquel cas, comment on engage les personnes, ou ça a vocation à devenir quelque chose de réglementaire. Donc voilà, les outils économiques, j'ai évoqué les paiements pour services environnementaux. Comment on anime, comment les personnes sur les territoires, que ce soit au niveau des EPCI et des structures de bassin versant, comment on anime cette démarche. Et en termes d'appui scientifique, comment on fait émerger ces questionnements. Donc, il y a eu, alors, alors ça, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris et qui mériterait, enfin, surpris, euh, qui est ressorti et qui était un peu inattendu dans notre démarche, et c'est la question autour des méthaniseurs qui est beaucoup ressortie, en lien avec, avec la question des produits phytosanitaires. Voilà, les questions de drainage, la question de la sociologie autour de toutes ces questions, et des questions autour du suivi quantitatif et du suivi de l'évaluation de la démarche. Euh, Aussi, donc ça c'était le second temps de l'enquête, c'était dans le même entretien, mais c'était plutôt vers la fin de l'entretien. On faisait remplir aux personnes ce qu'on a nommé un tableau des dynamiques d'acteurs, donc avec la catégorie d'acteurs, des exemples qui étaient issus de la carte mentale que je vous ai présentée, mais qui n'étaient pas forcément exhaustifs, et avec une pondération. En plus, c'était que les acteurs portaient, contractualisaient ensemble des actions. Plus, c'était plutôt des connaissances des interlocuteurs sur le sujet phyto, mais pas forcément d'actions contractualisées entre les structures. Zéro, c'était capable d'identifier les acteurs, mais ça s'arrêtait là. Moins se connaissent pas, et moins, c'était les positions un peu antagonistes, donc en termes d'objectifs d'atteindre le zéro phyto. Euh, et donc l'idée de derrière, avec cette notation-là, de créer des radars, des dynamiques d'acteurs. Donc comment on l'a construit? On mettait une note donc, quand il y avait un acteur cité en plus, ça faisait 2 à la case, etc. De 2 à -2. Euh, alors, on s'est rendu compte, et là, ça a été une petite erreur méthodologique qu'on s'est rendu compte au moment du traitement des données, euh, c'était que, pour revenir sur la case d'avant, c'est assez dur pour un acteur de citer un acteur qu'il ne connaît pas. D'un point de vue purement logique, c'était évident, mais ça nous a mis un peu du temps Donc, dans le traitement final des données, que je vais vous présenter par la suite, les cases moins et moins ont été enlevées. Donc, on n'a plus que les de 2 à 0. L'idée, c'était d'avoir un acteur moyen. Donc, on faisait la somme du nombre d'acteurs cités, la note totale, et on obtenait la note pondérée de l'acteur moyen cité pour chaque case. Et derrière, on représentait ça sous forme de radar euh, qui est censé montrer la dynamique entre les acteurs sur le territoire. Encore une fois, c'est du déclaratif issu d'un entretien avec une personne ciblée travaillant dans des structures de bassin versant, sur des projets agricoles, etc. Donc, l'intérêt aussi, ça serait de reproduire ces mêmes radars avec des acteurs des filières, par exemple, sur un même territoire, pour voir si ce radar évolue et bouge. Par exemple, avec le bassin versant du Meux, qui était un territoire qu'on a interrogé, euh, on observe voilà, des forces et des faiblesses sur certains points. Le chiffre qui est entre parenthèses, donc à côté de chaque typologie d'acteurs, c'est le nombre d'acteurs qui a été cité. Donc, ça permet un peu de nuancer des fois des radars. On peut se dire la dynamique appui agricole bio, elle est super élevée sur le bassin versant du Meux, mais au final, bon, il ne s'agit que de 2 acteurs. Par contre, l'appui agricole avec les conventionnels, il y en a 12. Donc, il y a une dynamique peut-être un peu plus importante que sur la moyenne de l'étude. Et enfin, à droite, on a comparé, par exemple, euh, la collectivité Eau du bassin rennais aussi, avec qui on a fait cet exercice de radar, et les résultats obtenus sur le bassin versant du Meux, pour comparer 2 structures intervenant sur des zones communes, pour voir
les forces et les faiblesses de chacune des structures. Enfin, l'idée, de regrouper, l'idée finale, c'est de regrouper l'ensemble des paramètres qu'on a pu évoquer, donc la cartographie avec l'échelle EPCI et bassin versant, un commentaire qualitatif sur le territoire avec ses forces et faiblesses. Là, par exemple, sur Framework Bed-Bosset, on voit que les idées sont dynamiques et volontaires sur le sujet, qu'il y a des DPR sur l'ensemble des MAE, etc., etc., mais qu'il y a peu de lien avec le PAT, alors que nous, la donnée quantitative, si je puis dire, par la cartographie, nous montrait qu'il y avait un PAT sur ce territoire, et donc le territoire a eu plus 1 vu qu'il y avait un PAT. Mais si dans les faits, euh, il y a peu de lien entre les structures et de bassin versant, par exemple, et les PAT, ça permet de nuancer, et bien évidemment le radar des dynamiques d'acteurs pour identifier un peu les forces et les faiblesses sur cette dynamique d'acteurs. Euh, Comment on peut identifier les apports de ce travail? Tout d'abord, sur la flexibilité de la méthode. Nous, c'est ce qui ressort sur le fait qu'elle soit flexible sur les données et les indicateurs du volet cartographique. Voilà, comme je l'évoquais, nous, on a fait des choix en équipe technique sur la sélection des données et comment on les traite. Euh, on peut les traiter d'une autre manière. C'est vrai qu'on a pris des moyennes. Moi, dans la façon dont je calculais, je prenais l'ensemble des données sur l'ensemble des EPCI et je calculais une moyenne brute. Donc, il y a certains territoires qui sont juste au-dessus sur certaines données et qui vont basculer en rouge, par exemple, et d'autres qui vont basculer en bleu, alors que la valeur réelle est... Donc, il y a peut-être des choses à faire sur affiner la méthodologie sur ce point de vue-là. Sur l'échelle d'investigation, donc, nous, ça a été fait à l'échelle régionale, mais peut-être que c'est une méthodologie qui est reproductible à une échelle plus réduite d'un EPCI pour comparer plusieurs communes, si tant est que la donnée est disponible. La façon dont on collecte les données pour le tableau des dynamiques d'acteurs, nous, on est arrivé avec une méthodologie extrêmement ouverte et déclarative. On peut arriver avec quelque chose de plus travaillé et une liste prédéfinie d'acteurs à citer, et du coup d'être un peu plus précis sur la collecte. Sur la construction des radars, il y a sûrement des choses à faire, et cet atout d'être flexible et évolutif sur la typologie des acteurs qu'on y présente, sur la moyenne régionale, sur la façon dont on interprète les résultats, et on calcule, entre guillemets, cet acteur moyen. Euh, donc voilà les limites. J'en ai exposé quelques-unes, mais on obtient, nous, au final, quelque chose qui était proche de l'idée qu'on avait de départ avec ces radars des dynamiques d'acteurs, cet appui cartographique. Mais vous le voyez bien, cette ambition de profil de territoire validé ou non validé, il est vraiment à nuancer parce que bon, l'objectif, en fait, peut être tout à fait autre. On peut se dire, le territoire, il est validé parce qu'il est en rouge et parce que, justement, il nécessite plus d'action des pouvoirs publics, des acteurs présents sur le territoire, etc. Donc, en termes de conclusion et de perspective de cette démarche, on peut l'utiliser comme un outil d'aide à la décision en tant que tel, c'est-à-dire on peut appliquer la méthode brute comme elle est et faire ressortir les territoires et sélectionner comme ça ces territoires en fonction de l'objectif qu'on choisit, ou on appuie à d'autres outils d'aide à la décision. On peut l'utiliser de façon ciblée sur des territoires restreints, ou on peut l'utiliser pour développer une politique locale autour des enjeux de réduction et d'arrêt d'usage des produits phytosanitaires en agriculture, ne serait-ce que pour faire émerger les constats et partager les constats locaux sur quel est l'état de ma proportion en bio sur mon territoire, voilà, en croisant un peu de façon ces indicateurs. Nous, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de très visuel et de très pratique, peut-être au risque d'avoir simplifié beaucoup de choses du point de vue méthodologique. Mais c'est vraiment voilà, un outil d'aide à la décision publique qu'on souhaitait mettre en œuvre. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que j'ai un peu très respecté le temps. Puis, bah, je suis ouvert à l'ensemble de vos questions.
sur ce projet, que ce soit des questions précises ou d'ordre général. Merci à vous. Merci beaucoup, Alan. Merci d'avoir effectivement respecté le timing. Et du coup, voilà, on va pouvoir passer à la phase de questions. Je précise peut-être en amont que du point de vue du CRECEB, vous avez vu, c'était un projet très exploratoire hein, sur une méthode. L'idée, c'était qu'on défriche un peu ce sujet. On anime un groupe de travail là, eau et pesticides depuis 2022 où on essaye de se poser la question, est-ce que la perspective posée dans certains documents de politique publique d'arriver à des territoires zéro pesticides, ça doit changer notre façon d'aborder la question? Qu'est-ce que ça pose comme nouvelle question en termes d'appui scientifique éventuellement? On avait aussi le défi d'essayer de proposer bon, des éléments de réflexion qui rabâchent pas des choses qui sont déjà traitées dans les programmes Ecophyto en fait et les nombreuses initiatives qui sont prises sur le plan agricole. Voilà, donc il y avait cette idée de proposer quelque chose bon, voilà, qui soit exploratoire, avec derrière une incitation à élargir la réflexion, hein. On a vu l'idée d'avoir des croisements de données variés, c'était se dire que la problématique pesticide, eh ben, elle était multi-acteurs et il fallait l'aborder de façon très transverse. Donc on avait cette volonté d'essayer d'inciter à ça avec un outil qui soit facilement reproductible, et donc on l'a testé avec des choix, mais volontairement tranchés, et du coup l'objet c'est que s'il est réutilisé, ben, chacun choisisse les paramètres qui l'intéressent. Et puis d'inciter aussi à travers les choix qu'on a fait à examiner la dynamique d'acteurs, c'est-à-dire là, ça peut paraître comme quelque chose d'assez descendant. Il s'agit surtout pas de dire on va sélectionner un territoire rouge sur la carte avec 12 indicateurs et on va aller plaquer une politique publique dessus de zéro pesticide. Il s'agit de se demander s'il y a a priori des terrains qui sont qui cumulent des critères, on va dire, plutôt favorables à essayer de faire quelque chose. Et ensuite, il faut que ça coïncide avec une dynamique, une volonté des acteurs, des élus localement. Ça, c'est indispensable. Donc, c'est pour ça qu'on a ce volet dynamique d'acteurs qu'on a tenu absolument à laisser dans le projet. Voilà. Donc, nous, on est aussi à l'écoute, c'est-à-dire que comme Alan a terminé sa mission, ben, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vos avis, vos retours sur des idées déjà des questions de compréhension, des idées éventuellement d'amélioration, des idées qui vous viennent peut-être d'une utilisation ou pas. Hein, j'insiste aussi, on se place dans la perspective où on pourrait nous dire bah, ce type d'approche est plutôt à proscrire parce que justement elle présente un côté trop descendant ou trop de défauts et donc elle présente vraiment pas spécialement d'intérêt. On était assez ouvert à ça dès le début, hein, vraiment, puisqu'on est dans une démarche exploratoire. Peut-être je laisse la parole à Louis en premier puisqu'il a suggéré effectivement déjà un point de détail qu'on n'a pas pu développer effectivement, mais qui est intéressant. Donc Louis, je te laisse peut-être faire ta remarque à voix haute. Merci. Ouais, bonjour, merci pour la présentation, je l'ai trouvé super intéressant. Donc moi je suis Louis Rosin, je suis chargé de mission agriculture durable sur le PAT de Rennes Métropole, qui comporte un objectif zéro pesticide de synthèse à horizon 2030 notamment. Et ouais, ma remarque c'était sur la coopération interacteur, notamment avec les PAT. Je trouvais intéressant peut-être de caractériser, enfin d'aller plus loin dans la caractérisation de la présence ou non d'un PAT, mais plutôt d'essayer de voir si dans ce PAT, il y a un volet agricole, s'il y a des objectifs en termes d'agriculture Mm. ou de pratiques agricoles. Parce que je sais que initialement, les PAT étaient plutôt orientés vers le volet alimentation, mais aujourd'hui, je sais qu'il y en a pas mal qui s'orientent également vers le volet agricole et production, quoi. Tout à fait, bah, je rejoins complètement cette idée. Alors, c'est quelque chose, comme a pu le dire Romain, qu'on n'a pas développé euh, d'un point de vue temps, hein, tout simplement parce que voilà, il fallait traiter les indicateurs de façon assez rapide, vu la masse d'indicateurs qui ont été traités. Alors, de mémoire, il y a assez peu régionalement de PAT qui traitent spécifiquement la question des produits phytosanitaires, mis à part celui de Rennes, justement. Douarnenez, il me semble qu'ils ont une action aussi sur. Mais du coup, voilà, ça serait un travail peut-être à faire régionalement sur les coordinateurs des PAT pour avoir justement cette information qualitative sur bah, qu'est-ce qui comporte les PAT régionalement. Donc, après, c'est avoir l'utilisation derrière. Est-ce que c'est nous l'entrée, c'est de se dire l'outil de politique publique existe, oui ou non. Voilà, on s'est juste arrêté là et on n'a pas qualifié plus précisément sur les limites et les bornes qui prenaient en compte, quoi. Ok, merci.
Ouais, alors je vois qu'il y a une remarque d'Adrien Launay de la région Pays de la Loire dans le truc, et puis Monsieur Leclerc, je crois que vous levez la main, c'est ça aussi, peut-être, donc d'accord. Donc peut-être Adrien Launay, c'est la question de savoir si effectivement, bah, je vous laisse, je vois que vous avez mis la caméra, allez-y, je vous laisse vous exprimer. Oui, je peux préciser ma Ouais, question. En fait, là, il y a l'échelle géographique de travail de départ a été double, celle des bassins versants et puis celle des EPCI. Et comme je me posais la question, en fait, la démarche de la région des Pays de la Loire, elle porte la priorité sur une cinquantaine d'aires d'alimentation de captage qui sont considérées comme prioritaires à l'échelle régionale pour travailler. Et donc que ce soit des aires qui sont assez petites pour des eaux souterraines, comme des aires qui peuvent être assez grandes quand on est sur des eaux superficielles. Et donc, comme un des messages qui a été porté par les élus chez nous, c'était justement d'essayer d'identifier, je crois, 3 aires d'alimentation de captage expérimentales sur lesquelles il pourrait être intéressant de tendre vers le zéro pesticide. Est-ce que la démarche qui a été présentée là, il serait pertinent ou est-ce qu'on peut imaginer qu'elle soit reproductible à l'échelle d'une cinquantaine d'aires d'alimentation de captage diverses et variées à l'échelle régionale? Alors, pour y répondre, alors c'est vrai que c'est une question qui avait émergé dans le copie final de présentation du projet sur voilà, d'autres types d'échelles. Donc, nous, c'était l'ouverture qu'on laissait. Nous, on n'a pas traité les aires d'alimentation de captage. Ce qu'on a essayé de faire, par contre, c'était d'avoir des indicateurs de densité. Donc, à chaque fois, c'est des densités à l'échelle d'un territoire. Donc, après c'est du traitement cartographique. Si vous disposez des couches SIG de l'ensemble des AAC, derrière, il y a juste voilà, c'est du travail cartographique sur logiciel de cartographie et après reprendre les pondérations. Bon, après, sur 50 aires d'alimentation de captage, je ne sais pas dans quelle mesure la partie qualitative peut y être, mais au moins la partie cartographique pourrait permettre de donner des réponses et c'est tout à fait adaptable, selon moi, à des échelles d'aires d'alimentation de captage. Peut-être un peu moins, comme vous l'avez précisé, sur les captages souterrains qui ont des AAC beaucoup plus restreintes, mais sur des AAC plus larges qui couvrent plusieurs territoires, bah, voir voilà, quelles sont les actions des EPCI qui les recouvrent, quelles sont les parts de bio, voilà, pour essayer d'avoir des pourcentages et des données. Voilà. Après, c'est des questions de densité, donc je pense que c'est tout à fait adaptable. Et, alors après, sur l'intérêt, j'aurais du mal à qualifier et à dire si c'est intéressant de le faire ou pas, mais je pense que ça vaut le coup de se poser la question, de prendre l'outil et de tester, en fait, voir si ça montre quelque chose ou au final, si ça montre rien, au moment où il y aura une réponse. bah, ce qu'on a constaté, c'est que ça provoque des débats tout de suite, hein, le fait d'avoir de visualiser sur une carte, voilà, et le défi méthodo, c'est pour ça qu'après, sur certaines données, on n'a pas creusé beaucoup, c'était d'avoir les mêmes données homogènes sur toute la région pour pouvoir ensuite comparer sur la même base. Et une grosse partie du travail d'Alan, ça a été de recueillir une partie de données ponctuelles, effectivement, et de chercher quelle était une manière de traduire ces données en matière de densité rapportée à l'hectare, soit de bassin versant, soit de PCI. Et bon, sans que ce soit trop tiré par les cheveux, si j'ose dire, parce que du coup, voilà, toutes les données se prêtent pas très bien à ce type de traitement. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de raisonner en densité, ouais, d'informations rapportées à l'hectare, voilà, de chaque périmètre. Monsieur Le Creurer, vous aviez levé la main, je crois, à la caméra, et puis après Mélanie, je vois que tu as levé la main aussi, donc je vous donne la parole, chacun votre tour. Oui, bonjour à tous, hein. Je salue au passage mes collègues du SAGE Baie de Lannion. Le sujet des phytos, là, on l'a évoqué de manière importante au niveau du SAGE. C'est quelque chose qui nous préoccupe fortement. Je me permets aussi d'excuser Annie Brasdoni, vice-présidente environnement et présidente du SAGE Baie de Lannion, qui suivra ces travaux de très près. Alors, sur la méthodologie de votre travail, je pense qu'il n'y a pas de grandes remarques à faire, hein. On peut toujours se poser la question où est-ce qu'il faut agir en premier, sur les territoires où c'est déjà, entre guillemets, où la pression phyto est plutôt très faible, ou bien où est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les territoires où la pression phyto est très forte. Évidemment, où elle est faible, ce sera plus facile d'intervenir, ça s'entend parfaitement. Alors, par rapport aux actions, il y avait des interrogations sur les PAT. Donc, je pense que les PAT agissent de deux niveaux.
Premièrement, en essayant déjà de faire respecter la loi Egalim, à savoir 20% de bio dans la commande publique. Hein, donc, je pense que c'est le b.a-ba déjà. Tout le monde connaît la crise du bio aujourd'hui. Donc, c'est quand même un grand frein justement à cette réduction des pesticides, hein, le fait de la baisse de la consommation de produits bio. Et donc, deuxièmement, le PAT a aussi un rôle de vulgarisation du bien manger auprès des citoyens. Et aussi d'essayer de faire en sorte que les citoyens aient une alimentation la plus durable et saine possible. Après, une fois dit cela, on se pose la question, comment on fait? Alors, il faut quand même mesurer, on a eu ces débats-là au niveau du SAGE, hein, que l'objectif zéro phyto 2030 ou 2040, là, c'est l'objectif, la barre est très, 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 très haute. Quand on dit cela, on ne dit pas qu'il ne faut rien faire. Donc nous, nous posons carrément la question, comment faire? Comment faire? Et le territoire de la Trégor Communauté, nous avons sollicité la région justement pour pouvoir être demain peut-être territoire d'expérimentation pour tendre moins de phyto. On va essayer de nuancer un peu les choses, déjà accompagner une forte baisse. D'expérience de ce qui a marché chez nous sur un petit ruisseau côtier, le Lisildry, très sensible, avec justement une problématique phyto. On a réussi à mettre en place un PSE légumes zéro désherbage chimique. Ça a été un vrai succès, avec une adhésion des légumiers supérieure à ce qui était projeté. Et ce qui fait qu'en combinant la production biologique plus les PSE zéro herbicide, on arrivait à une part des choux-fleurs, par exemple, en zéro phyto, en zéro herbicide, de 90% de la surface en choux-fleurs emblavée sur ce territoire-là. Donc ça veut dire que si on a les accompagnements avec les moyens à la hauteur, on peut y parvenir. Donc nous, notre question au niveau de l'EPCI, c'est de se poser la question, comment réussir, par quel levier réussir à mobiliser des accompagnements qui font que les agriculteurs sont prêts à prendre le risque déjà de la découverte hein, de nouvelles techniques. Hein, quand on passe en bio, on sait ce que c'est hein, de se passer des phytos. Bon, il y a dès qu'il y a un changement, il y a toujours une petite appréhension, donc il faut s'approprier la technique. Et aussi en termes de compensation financière d'une éventuelle perte de rendement, de marché, de produits, donc, de manière que ce ne soit pas une sanction financière pour l'agriculteur qui voudrait s'engager de se passer ou de réduire fortement les phytos. Donc là, nous portons fortement à la problématique des moyens, de où aller chercher les moyens pour mettre en œuvre de l'accompagnement vers une baisse significative de l'utilisation des phytos. C'est ouais, Oui, c'est le sujet. c'est sûr que le projet ne répond absolument pas à cette partie centrale du problème. Effectivement, et du coup, c'est vrai qu'en parallèle, nous, on essaie de réfléchir à ces questions-là, mais comme beaucoup d'autres, on tombe assez vite sur la question de la valorisation et de la recherche de valeur ajoutée dans les productions agricoles qui arriveraient à produire avec moins de pesticides. Et donc, soit on compense, ou en tout cas, comment dire, on valorise via un PSE, mais on connaît les limites de la durée dans le temps d'un PSE public-privé aussi, quoi, puisque à un moment donné, le financement va s'arrêter. On avait connaissance de l'expérimentation sur le secteur de l'Orne et puis du petit bassin dont vous avez parlé, le Isildry, c'est ça, c'est celui-là, hein, je crois. Du coup, parce qu'on avait Armel Gensien qui était intervenu lors d'une journée sur les pesticides qu'on a faite en janvier dernier pour témoigner aussi de ce type de démarche, de cette démarche-là. Donc effectivement, on voit qu'il y a une appétence pour aller vers ça parce qu'il y a une valorisation. Après, il faudra se poser la question de la valorisation via les acteurs de l'aval, je pense nécessairement, avec du coup, voilà, une discussion à avoir. Et aujourd'hui, une demande sociétale qui fait que eux-mêmes se posent des questions sur ce type de production, mais il y a encore beaucoup de freins hein, à ces niveaux-là. Et puis eux-mêmes, enfin, voilà, il y a des questions économiques là. D'équilibre entre la GMS, les transformateurs, les distributeurs. Enfin voilà, il y a beaucoup d'acteurs à l'aval du monde agricole qui aussi a un rôle à jouer dans tout ça. Voilà, donc c'est pas une réponse de Normand que je fais parce que je suis moi-même très gorois aussi, donc j'éviterai les réponses de Normand, mais en tout cas, je comprends bien votre préoccupation et enfin, je sais qu'on cherche à réfléchir à tout ça. On travaille sur un projet aussi avec le CNRS là, qui s'appelle Envez, qui cherche à travailler sur ces questions-là euh, de la question de mobiliser les acteurs de l'aval aussi pour inciter, ou en tout cas, comment dirais-je,
produire des conditions économiques qui donnent une lisibilité aux agriculteurs qui veulent s'engager dans des changements, quoi, hein. Pour qu'ils puissent s'engager dans des changements, prendre des risques, il faut qu'il y ait un peu de visibilité économique à moyen terme. Et ça, c'est la clé, c'est une des clés du problème. Euh, Mélanie, je n'ai pas vraiment répondu à votre question, mais c'était aussi des remarques que vous formuliez que je reçois tout à fait et que j'entends. Ouais. C'est bon, je peux Ouais, vas-y, parler. vas-y. Ouais. Ok, donc oui, moi j'étais surprise au niveau des politiques publiques du choix des PAT parce que, comme le disait très bien Monsieur Leclerc, les PAT, l'objectif, voilà, c'est de promouvoir des produits issus de filières bio, donc sans pesticides, et c'est très bien, mais on voit que l'impact de l'approvisionnement en restauration collective, surtout dans nos territoires où il y a quand même une grosse activité agricole, agro-industrielle, ça représente une part infime de ce qui est produit sur nos territoires. Bon, enfin, on a fait des simulations pour de l'approvisionnement en porc, HVE, ça concernerait un ou deux élevages à l'échelle du sage de la baie de Saint-Brieuc. Oui, parce que, pardon, je suis sur le sage de la baie de Saint-Brieuc. Donc, en fait, un outil de politique publique, moi, qui m'aurait paru plus pertinent, c'est de regarder ce qui est écrit dans les sages sur le volet qualité des eaux, parce que les objectifs ne sont pas forcément partout les mêmes sur tous les territoires. Par exemple, sur la baie de Saint-Brieuc, on souhaite avoir la même qualité dans les eaux brutes que ce qui est attendu dans les eaux, dans l'eau potable, l'eau de distribution. Donc 0,1 microgramme par molécule, 0,5 toutes molécules confondues. C'est inatteignable, bien sûr, mais c'est bien pour dire que cette eau brute, elle sert, elle est ensuite purifiée, enfin traitée pour être distribuée. Et donc, autant viser la meilleure qualité possible au cours d'eau. Ensuite, il y a des expérimentations qui sont mises en place sur des échelles très localisées des bassins versants. Et dernièrement, on a fait par exemple une rencontre sur le désherbage mécanique du maïs. Euh, Pourquoi sur le désherbage mécanique du maïs en particulier? C'est parce que les principales molécules et métabolites qu'on retrouve, ils sont issus des désherbants du maïs. Et en fait, la question qui se pose, c'est que ces techniques, elles fonctionnent quand même bien, elles sont maîtrisées, surtout par les bio, etc. On a quand même des bons résultats efficaces, mais voilà, on a des coûts qui sont plus élevés, ça prend plus de temps, il faut des bonnes fenêtres météo, il faut de la disponibilité du matériel sur le territoire. Ça, c'est des critères qui sont importants à prendre en compte aussi. Le parc matériel, normalement, l'agence de l'eau, elle connaît. Et en fait, c'est ça qui, à un moment donné, fait qu'un territoire, il va être plus ou moins performant aussi dans l'atteinte de ses objectifs. C'est en effet qu'il y ait des politiques publiques, qu'il y ait des acteurs, mais aussi qu'il y ait des moyens sur le territoire. Et puis que ce soit attractif. Voilà, Monsieur Le Clercq, il en parlait, les PSE, ça a été, ça, je pense que c'est un moyen qui encourage bien parce que on a une aide à la base et puis on a une prise en compte du risque pris parce que l'agriculteur, il peut essayer une solution sans chimique et avoir de très mauvais rendements. Et dans ce cas-là, c'est comment on compense cette perte. Et ça, il n'y a pas beaucoup de dispositifs qui permettent de le faire, à part les PSE. Et ensuite, oui, il y a tout un volet formation des conducteurs. Et enfin, c'est ça qu'il faut regarder. Parce que les filières bio, c'est bien, mais on voit aujourd'hui que le bio se casse la figure, alors que c'est une des rares agricultures sans aucun pesticide. HVE, c'est moins 50% de pesticides, mais ça fait toujours 50%. Et voilà, si le consommateur est pas prêt à payer plus cher ses produits sans pesticides, à quel moment l'agriculteur, en fait, il s'y retrouve? Donc voilà, on en revient à ces questions de financement, de politique publique, mais finalement, dans notre approche, des choses beaucoup plus ciblées, beaucoup plus spécifiques. Après, il y a des temps aussi de transfert dans l'environnement qui sont longs et après 4 ou 5 ans d'accompagnement intensif des agriculteurs sur le chiffre web, on n'est pas capable de mesurer, en tout cas de mettre en évidence une amélioration de la qualité des cours d'eau malgré les nombreux points de suivi qui ont été prélevés assez intensément, etc. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, Mm. je vais aller dans la poursuite que la réponse de Romain qui vient de donner sur notamment les PSE. La question qui va être derrière, et qui est à l'heure actuelle pas répondue, c'est bien d'abonder financièrement et de financer cette part de risque. Bon, déjà, on peut le nuancer en se disant les personnes engagées en bio la prennent, cette part de risque, en fait, hein, depuis des années, depuis plus de 30 ans. Cette part de risque, elle est assumée pour créer un nouveau marché. Et
l'intérêt et le point de vigilance qu'il va y avoir, c'est comment ne pas concurrencer la bio, qui est déjà, comme vous avez pu le dire, en Mm. difficulté, avec des productions étiquetées zéro phyto, faible en phyto. Et en fait, je pense que le consommateur, in fine, il va avoir du mal à... Donc, politiquement, comment accompagner et valoriser des filières existantes telles que la bio ou autres, hein. Je ne dis pas que la bio, c'est la solution miracle à tout et que tout le monde pourra consommer en bio. Mais voilà, c'est à réfléchir, à pas peut-être aller tête baissée sur des dispositifs dont l'issue et la sortie encore ne sont pas. On a l'entrée, on a les financements et on a des agriculteurs qui s'engagent, c'est très bien, mais c'est important de réfléchir à la sortie de ces dispositifs et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ces agriculteurs engagés sur des PSE, une fois qu'il y aura plus l'afflux d'argent public pour les soutenir et financer cette part de risque, est-ce qu'ils seront encore engagés dans ces dispositifs-là? Ça reste à voir. Oui, Monsieur Le Creuraire, vous vouliez réagir à nouveau? Allez-y, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vous redonne la parole. Je ne veux pas monopoliser la parole, hein. Je pense que d'autres personnes, d'autres collègues peut-être souhaitent intervenir. Les mesures d'accompagnement, les MAE, ont prouvé par le passé leur efficacité sur le long terme. Parce qu'un agriculteur, lorsqu'il opère un changement, je dis bien en général, lorsqu'il apprend une nouvelle technique, qu'il s'approprie une nouvelle technique, il fait rarement marche arrière. Si vous interrogez les gens qui sont en bio, ils n'ont pas envie de... Ou si orienté conventionnel, c'est vraiment un contre-plaisir. C'est vraiment pour des raisons de sanctions économiques sévères. Il ne faut surtout pas, évidemment, faire de la pseudo-bio qui mettrait par terre le marché bio. On voit bien déjà comment la difficulté est là et va être durable. Cependant, nous sommes convaincus qu'à travers nos politiques de bassin versant, à travers déjà l'accompagnement des CUMA, des groupes d'agriculteurs, on peut progresser. Les légumiers qui sont très bien organisés entre eux, qui se voient tous les jours, qui se fédèrent au niveau de suivi technique, arrivent à mettre en place justement des nouvelles techniques. Et ça marche, et pour un prix de vente qui est sur un marché ultra concurrentiel. Les prix de marché, il ne faut pas se mentir, je ne crois pas trop à la protection à nos frontières, hein. On le voit, hein, les importations de produits peu durables concurrencent fortement nos productions et nos productions vont continuer à baisser et on mangera de plus en plus de produits importés. Là, il faut être assez honnête, même si on va essayer de se battre contre, hein, au niveau de nos PAT, mais c'est la voie. Par contre, si on arrive à avoir un accompagnement assez fort, technique et économique des CUMA, des groupes d'agriculteurs pour mettre en place des alternatives partielles au désherbage, hein, pour pouvoir déjà diviser par deux ou enlever les molécules qui sont désagréables, hein, je pense au S-métolachlore, là, avec justement de la technologie, hein, parce que moi je crois beaucoup à la technologie, au système d'autoguidage, ils montrent leur efficacité. Et là, on peut démontrer à l'agriculteur que à coût égal, je dis bien à coût égal, à temps de travail égal, à performance, à productivité égale du travail, pour un résultat, on va dire une année on aura un peu moins, l'année après on aura un peu plus, parce qu'un binage a aussi un intérêt agronomique. Un RCH des céréales peut aussi avoir des intérêts. Même sur du conventionnel, qu'il faudra toujours étiqueter conventionnel, hein, on peut réussir à réduire de manière assez massive les phytos et surtout aller sur des molécules systémiques qu'on peut utiliser à très 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 petite dose. Je pense, voilà, ouais, c'est... Et on voit bien, et en céréales, autant en maïs, ça peut être facile à faire, en céréales, c'est quand même très, très difficile. Et néanmoins, on voit beaucoup d'agriculteurs qui s'interrogent sur la problématique des résistances aux herbicides, hein, des graminées résistantes, et on voit bien que le système d'eutroculture qui a été développé depuis 30-40 ans voit déjà sa fin dans les plaines, commence à montrer ses limites par ici. Donc, en mettant un peu l'agronomie au cœur de l'agriculture aussi, on pourra trouver des solutions pour freiner la pression des maladies, de la concurrence des mauvaises herbes, en réduisant le recours aux phytos. Donc, ouais. Enfin, c'est un peu notre vision des choses. Nous, c'est une très grande communauté, mais une fois de plus, le problème, c'est de trouver les partenaires, hein, économiques, quels qu'ils soient. On pense à la région, on pense à pas mal de monde. Les producteurs d'eau, parce que
une fois de plus, c'est pas à cause des producteurs bio qu'il y a des phytos dans l'eau. Hein. Là-dessus, donc, à un moment donné, cette protection de l'environnement aura un coût hein, qu'il faudra assumer de quelque part, soit par nos impôts, soit par l'eau, soit, enfin, je sais pas. Mais c'est un problème. Merci beaucoup pour ces remarques. Et du coup, bon, je rebondis pas spécialement parce que sur le fond, il y a pas à discuter, effectivement. Et je souligne juste, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans vos témoignages et celui de Mélanie Méret aussi, c'est de voir que effectivement, je reviens à l'outil qu'on a testé là, qu'on a proposé. euh, c'est bien à chaque territoire de s'approprier un choix de stratégie, quoi, de trajectoire, et que il ne s'agit pas d'imposer une trajectoire, voilà, d'en haut. Encore une fois, on voit bien que, comme l'a dit Alan au tout début, même la question du zéro phyto, dans l'absolu, elle se discute. Est-ce que c'est plutôt de viser l'objectif qu'il y a dans les sages? Effectivement, il n'y a pas que sur la baie de Saint-Brieuc, mais ils sont nombreux à avoir fixé l'objectif de la qualité potable en eau brute. Hein. Ça, je pense au sage Vilaine qui a ce même objectif. Donc ça peut être un levier stratégique choisi sur un territoire, celui d'accompagner par le machinisme, l'agriculture de précision, c'est un des nombreux leviers aussi. Enfin voilà, et on voit que ce qui compte, c'est qu'il y ait une forme d'appropriation sur les territoires par les acteurs, là, comme du coup on voit bien que du coup il y a des réflexions en cours sur plusieurs territoires, c'est ça qui est positif. Je pense pas qu'il y ait une formule absolument miracle là-dessus. Voilà, il y aura sûrement quand même des choix à faire en termes de politique économique, et vous parliez de la concurrence étrangère ou des productions. Voilà, là, il y a quand même des gros leviers. Voilà, mais pour ce qui relève de la politique territoriale sur lesquelles on a prise, effectivement, toutes les pistes que vous évoquez me semblent intéressantes. Peut-être pour les dernières minutes, puisque là, on arrive un petit peu au terme de l'heure qu'on s'était fixée, j'aurais tendance à vous inviter plutôt à réagir par rapport peut-être à l'outil ou à des questions sur le projet ou sur est-ce que, par exemple, certains ou certaines d'entre vous seraient peut-être intéressés pour tester l'outil? Alors, on a compris que peut-être les Pays de la Loire sur les AAC, c'était une réflexion qui pouvait être à conduire. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs voilà, qui s'intéressent? Parce que du coup, l'ensemble des informations cartographiques et du projet cartographique est disponible et partageable. Et nous, on a tout intérêt à ce que voilà, les choses soient testées, encore une fois, dans une optique d'aide à la décision hein, par des acteurs de terrain. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Sandra Carco du syndicat départemental d'alimentation en eau potable. Du coup, vous aviez un des paramètres qui concernait la qualité des eaux de consommation. Et, ouais, Ça j'aurais n'a voulu pas, savoir en fait. ça n'a pas été intégré. Hein. Ouais, je sais. Et du coup, vous auriez pris quoi comme critère, comme paramètre en fait sur ce critère-là? Je crois qu'il y a une carte régionale qui existe, qui avait été faite par l'OEB sur les dépassements sur les normes phyto, sur les communes où il y avait eu au moins un dépassement sur le paramètre phyto, un Du ou coup, dans plusieurs. l'eau Après, distribuée, il y c'est a ça? des seuils à fixer. Hein, dans les EDCH, ouais, ouais. D'accord. Ok. Ok, ok. Ça aurait pu être intéressant au niveau des eaux brutes, en fait, parce que il y a certaines, quand même, certaines structures qui arrivent à traiter leur eau. Et puis nous, sur le territoire des Côtes d'Armor, il y a pas mal de mélange d'eau, en fait, avec les interconnexions qui font que c'est pas forcément représentatif l'eau distribuée par rapport à l'eau produite à l'échelle du bassin versant. Voilà, c'est juste une remarque comme ça. Oui, oui, c'est très pertinent. Ben, en fait, c'est pour ça qu'à la base, on avait deux critères. Il y avait le paramètre sur les EDCH et puis il y avait un paramètre nombre de substances quantifiées dans les eaux brutes qu'on a utilisé aussi, et on n'a pas utilisé les dépassements en eau brute, les dépassements de normes, parce que justement on voulait utiliser ce paramètre sur les EDCH, et du coup en eau brute on a plutôt été chercher est-ce qu'il y a un cocktail, une diversité de molécules en fait important en regardant le nombre de molécules, et c'était l'idée de croiser ça, mais on n'a pas pu aller au bout sur le D'accord. paramètre EDCH. Mais effectivement on a ouais c'est ça, moi j'entends bien Et je pense que, enfin, du coup, l'outil, là, je pense que nous, ça serait intéressant. Nous, du coup, le SDAEP, on est titulaire des DUP sur les trois grandes retenues Mhm. départementales, et ça pourrait être intéressant, je pense, sur le territoire de Kernével, hein, en Centre-Bretagne, où il y a une réflexion justement sur tout l'aspect qualité d'eau au niveau de la retenue. Bon, après, voilà, nous, on est en partenariat avec le syndicat mixte de Kernével sur la ressource qui, en fait, eux, distribuent, ils traitent et distribuent, mais ça pourrait être intéressant. Ok.
avec le SMKU. Ok. Merci Voilà, beaucoup. merci. Merci beaucoup à vous. Ouais. Écoutez, on arrive au bout de l'heure fixée. On va essayer de tenir quand même le timing. Donc, sauf s'il y a des frustrations, quelqu'un qui veut encore s'exprimer, on peut prendre une toute dernière question. Mais sinon, il me reste à vous remercier. Vous signaler que donc le webinaire sera disponible en replay là sur le site du CRECEB et vous pouvez retrouver, comme l'a dit Alan, un article aussi sur le projet avec le rapport, voilà, qui vous décrit en détail là tout ce qui a été expliqué. Et je vous invite aussi à consulter notre programmation de webinaire à venir pour la fin d'année. N'hésitez pas à vous connecter ou même à proposer des sujets. Nous, on est ouvert aussi hein, pour tout ça. Voilà, donc merci encore à tous et toutes et voilà, bon après-midi et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.